Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler GitLab et notamment des runners GitLab, l'élément qui permet en fait d'effectuer la CI, la CD, etc. Sur GitLab, les pipelines GitLab. Donc on va voir comment installer un GitLab runner sur Kubernetes très simplement. C'est parti. Donc, pour l'exemple, j'ai repris le GitLab que j'avais installé dans une précédente vidéo. Je vous mets le lien dans la description si j'oublie pas de le faire. Donc, on va aller le voir. GitLab-poc. Voilà, donc ça c'était le GitLab que j'avais installé précédemment sur Ubuntu, machine classique, etc. Et donc on va ajouter un runner. Et ce runner sera exécuté dans un cluster Kubernetes. Donc, pour le cluster, on va utiliser mon cluster de production. Donc vous voyez que j'ai déjà un namespace GitLab Runners. Si vous n'en avez pas, vous en créez un. Il peut avoir le nom que vous voulez. Donc vous faites kubectl create namespace ou ns et vous lui donnez un nom. Ensuite, vous allez dedans. Donc moi, j'ai déjà un runner qui tourne, installé avec Terraform, etc. Mais là, on va l'installer à la main avec Helm. On met à jour donc notre repo Helm pour s'assurer qu'on a les dernières versions des charts. Voilà qui est fait. Et on cherche maintenant GitLab Runner qui est sur le repo GitLab officiel. Le voilà. On récupère le values.yaml qu'on va devoir remplir et on ouvre le fichier. Le voilà, donc on va le voir rapidement ensemble. Donc l'image qui est utilisée, la pool policy, donc always ou if not present, pas nécessaire si l'image est taguée latest. L'URL du GitLab, donc ça c'est très important, on va la mettre. Dans notre cas, c'est gitlab-poc.blackreaper.com. Il nous faut le runner registration token. Donc ça, on retourne sur notre GitLab. On va dans l'admin area et à gauche, dans le menu, il y a runners. Alors ça dépend si vous l'avez en français ou en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version française d'ailleurs de GitLab. Et ici, vous voyez donc l'URL qu'il faut spécifier au runner et le token. Donc vous le copiez. On retourne sur le values.yaml, on met le token. En dessous, on a un runner token. Celui-là, on ne va pas le remplir. Il n'y en a pas besoin. Il y a juste celui-là qui est nécessaire. Ça, on ne touche pas non plus. Le nombre de jobs concurrentes qui peuvent tourner donc, en même temps. Par défaut, c'est 10, on va laisser pour l'exemple. Donc check interval, c'est l'intervalle à laquelle le runner GitLab va checker GitLab pour des nouveaux builds à exécuter. Log level, log format, le RBAC, donc on va mettre true. C'est mieux de l'activer, on peut le personnaliser, etc. Mais là, je vais le laisser par défaut. Les metrics, donc une remontée Prometheus, peut être intéressant d'utiliser ça avec Prometheus et Grafana. Et le runner, donc là, je vais partir sur du 20.04. Donc vous pouvez mettre l'image que vous voulez, hein, une Busybox, peu importe, quoi, hein, de la Debian, etc. Moi j'utilise Ubuntu en défaut. Au niveau des options, donc pool secret, pool policy, on n'en a pas besoin. Request concurrency, ça je ne connais pas. Locked, on va le mettre à false, parce qu'on ne veut pas qu'il soit loquer un projet spécifique de GitLab, on veut qu'il soit utilisable par plusieurs projets, sans devoir aller dans l'admin pour dire ce runner a le droit, ce projet a le droit d'utiliser ce runner. Et là, on va mettre un tag qu'on utilisera dans notre pipeline, on verra ça après. On va l'appeler default. Est-ce qu'il peut exécuter des jobs non tagués? Donc si dans votre CI, dans votre pipeline GitLab, il n'y a pas de tag, est-ce que ce runner a le droit d'être utilisé ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Protected, ok. Privilégié, non. Donc le namespace Kubernetes dans lequel les jobs vont être démarrés. Par défaut, c'est le namespace dans lequel est exécuté le GitLab Runner. Donc en fait, il faut voir le GitLab Runner comme un élément qui va popper des pods Kubernetes pour exécuter de la pipeline GitLab. Donc c'est pas le GitLab Runner en lui-même qui exécute les jobs, hein. Ça, c'est pour tout ce qui est cache, etc. On va pas regarder ça pour l'instant. Ici, très important aussi, mettre de la limite, des requests, etc. pour tout ce qui est pod Kubernetes qui vont être en fait lancés par le GitLab Runner. Donc ça peut être intéressant pour éviter d'overflow votre cluster ou que Kubernetes puisse bien scheduler comme il faut des nouveaux nœuds, etc. selon la demande. Pareil pour les services, les helpers. Donc il faut savoir qu'un pipeline GitLab, donc il y a les builds, il y a des services et des helpers. Donc les helpers, il me semble que c'est
les trucs propres à GitLab pour justement gérer la connexion entre le runner et ses enfants, etc. et GitLab. Les services, c'est par exemple pour un build, vous avez besoin d'une base de données MySQL. Et avec un service, en fait, on peut popper une instance qui sera utilisée pour tout le build. Donc popper un conteneur Docker avec MySQL pour tout le build, etc. Voilà, il y a 3 distinctions à faire. Si je me trompe pas, hein. Si jamais vous me dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Security context, on va pas regarder. Tac, 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 le URL. Le sélecteur de nœuds. Donc moi, dans mon cas, j'ai qu'une seule typologie de node pool dans mon cluster, donc je ne vais pas le mettre. Pas de toleration, pas de label, pas d'annotation, etc. Là, de toute façon, on regarde vraiment en gros ce que ça donne. Là, on a les ressources, donc limit request pour le GitLab Runner en lui-même, donc celui qui va lancer les pods. Les affinités, notre sélecteur, même principe. Hein, on retrouve toujours de toute façon les mêmes options si vous avez suivi les autres vidéos, ou même si vous faites un peu de Helm, etc. Les principes sont quasiment partout les mêmes. Hein. Et on arrive à la fin, donc on va pouvoir sauvegarder notre values.yaml et lancer notre GitLab Runner. Je suis bien dans le bon namespace. Je pense que j'ai déjà une stack. Oui, j'ai déjà le runner défaut. Donc, upgrade, install. Donc là, le nom, on va mettre POC. On spécifie le values.yaml et la stack qu'on veut déployer. On va juste rajouter le namespace. C'est toujours plus prudent pour éviter de l'installer à un endroit où on ne voudrait pas. Et c'est parti. Voilà qui est fait. On contrôle. OK, il est bien en train d'arriver, d'être schedulé, etc. Une fois que c'est bon, on va aller voir sur GitLab ce qui s'est passé et on va lancer un pipeline de test. Voilà, le pod est prêt, donc le GitLab Runner est prêt. On va retourner sur GitLab et on peut voir donc que notre runner est là, prêt à être exécuté. Donc il est en shared, ça veut dire qu'il peut être utilisé par tous les projets sans les assigner directement en fait, sans dire ce runner peut être exécuté sur tel projet, et tous les projets qui ont le tag default. Donc on va maintenant créer un petit projet GitLab et voir pour lancer une pipeline sur ce runner. C'est parti. Donc on crée un projet de démo, runner POC, hop, tac, ça on n'en a pas besoin, on va utiliser l'éditeur de GitLab. On crée un nouveau fichier. Ici on peut choisir en template gitlabci.yml. Ça va nous proposer des templates prédéfinis qu'il faut évidemment modifier à sa sauce. Mais pour l'exemple, on va prendre un bash classique. Voilà. Donc, je vous explique rapidement, même si ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Là, c'était plus vous montrer comment installer un runner GitLab. Mais une pipeline GitLab se découpe en plusieurs parties. On a la déclaration d'une image Docker pour l'ensemble des builds qui seront exécutés. À savoir que cette image, on peut la spécifier par build également, mais si on la met en haut, ça sera tout le monde la même image. Le before script, c'est des scripts en fait qui sont exécutés avant chaque build. Donc là, build 1, avant de faire le echo do you build here, il va faire un echo before script section, un echo for example you might run, etc. Et pareil pour le after script, comme c'est en global, donc à la racine du YAML, ça sera exécuté avant et après chaque étape de notre pipeline. Il est tout à fait possible de l'écraser pour un job en particulier. Bon, là, l'indentation, elle n'est pas ouf. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Et de là, mettre... Voilà, donc sur le build 1, le before script ne sera pas echo before script section, echo for example, nanana. Ce sera juste echo lol. Par contre, pour tous les autres, ça sera le before script général. Pareil pour le after script, etc. Mais on ne va pas rentrer dans les détails et on va donc lancer notre pipeline. Il faut juste rajouter, avant d'oublier, le tag default, donc le tag de notre runner. Si jamais vous ne mettez pas de tag ou que la pipeline en fait ne trouve pas de runner pour s'exécuter, vous verrez un espèce de warning sur la page des pipelines où il y a marqué stuck. Donc ça veut dire que le pipeline est dans un état bloqué qui ne peut pas s'exécuter. Ça veut souvent dire qu'il n'a pas trouvé de runner ou qu'aucun runner ne lui est assigné. Maintenant qu'on a ça, notre pipeline est prête à être exécutée. On commit et on va dans la page pipeline de l'élément menu CICD. Voilà, donc vous voyez en pending, donc je pense qu'il est en cours de pop des pods Kubernetes. On va attendre un petit peu. Donc le job s'est lancé. Avant j'avais une petite erreur, mais propre à Kubernetes et à mon installation capsule. Comme je suis sur un cluster qui est très très limité,
pour éviter de trop payer évidemment. Donc là il va normalement lancer un pod, effectivement, par contre il est en pending, donc je vais quand même rajouter un nœud sur mon cluster Kubernetes, parce que je crois que j'ai désactivé l'autoscaling et je vous retrouve tout de suite après. Donc après un petit temps d'attente, là le statut pending c'est mon cluster Kubernetes donc qui était assez limité, hein. Donc il a dû scheduler un nouveau nœud, puisqu'il n'y avait plus assez de place sur le seul nœud que j'avais. Donc le temps que l'autoscaling fasse son taf, etc. Et on voit bien qu'ensuite, le premier job a bien été exécuté. On peut voir évidemment toute la pipeline. Voilà. Donc build, test. Donc là on a c'est le build et ça c'est les jobs. Donc un build peut avoir plusieurs jobs et un pipeline peut avoir plusieurs builds. Et on voit que donc tous nos builds et tous nos jobs sont bien passés sur notre nouveau runner GitLab. Et effectivement, il n'y a plus de pod en exécution. Ils ont terminé leur travail, donc ils ont été supprimés correctement. Il est tout à fait possible au niveau des pipelines, sans rentrer dans les détails évidemment, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, d'ajouter des schedules très intéressants si vous voulez exécuter de façon chronique des tâches de travail, etc. Ici, vous avez la liste de tous les jobs qui ont été exécutés. Le job test 2 du build, ou du stage, pardon. Voilà, c'est build, c'est stage, pas build. Donc un pipeline est découpé en plusieurs stages qui est découpé en plusieurs jobs. Donc un stage peut exécuter plusieurs jobs en parallèle, etc. Et un pipeline a plusieurs stages. Donc ici, vous avez le stage build, le stage test et deploy. Donc il y a 3 stages. Et dans le stage test, eh ben, on a en fait deux jobs qui s'exécutent en parallèle. Donc voilà, petite vidéo assez rapide, pas trop en détail, etc. sur comment fonctionne un runner GitLab, comment le tweaker, comment bien configurer une pipeline, etc. C'était juste pour vous montrer qu'il est très simple d'ajouter un runner GitLab à une instance GitLab et tout ça sur Kubernetes. La prochaine fois, on rentrera peut-être plus en détail sur comment égoler une pipeline GitLab, comment bien la développer, quels sont les différents éléments, etc. Et voir comment tout ça se goupille pour, par exemple, un projet test, voir comment fonctionne la CI/CD et comment bien ficeler tout ça ensemble. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à laisser des commentaires aussi, j'y réponds avec plaisir. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!